Avant de commencer, j'aimerais souligner la collaboration de mon collègue de travail, Yvan Chouinard, pour, bien entendu, m'avoir aidé à monter cette conférence-ci, mais aussi parce que plusieurs des travaux qui vont être présentés aujourd'hui sont issus, en fait, de la chaire industrielle sur les composants du lait, dont il était titulaire jusqu'à tout récemment, les travaux étant maintenant terminés. Donc, on a pensé diviser la présentation en deux. La première, ça va être une espèce de cours sur comment, en fait, sur les acides gras du lait. Donc, pour peut-être plusieurs d'entre vous, ça va être un rappel de notions de base. Puis peut-être que pour d'autres aussi, ça va être la première fois où vous entendez parler avec autant de détails de la composition du gras laitier. Puis tout ça dans l'objectif, éventuellement, que tout le monde comprenne bien le potentiel de l'utilisation du profil en acides gras du lait en production laitière. Donc, la synthèse du gras laitier en une image. J'ai essayé de relever ce défi-là. Donc, ici, vous avez une vache, bien entendu. Ça commence par, premièrement, ce qu'elle consomme. Donc, la vache va consommer des lipides alimentaires. La plupart sont sous forme de triglycérides ou encore de galactolipides. Puis, rapidement, en fait, quand ils vont arriver dans le rumen, ces lipides-là vont être hydrolysés par les bactéries, ce qui va donner lieu à des acides gras libres insaturés. Donc, les acides gras libres insaturés, ils sont toxiques pour les bactéries. Donc, les bactéries du rumen, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent à les saturer par un processus qui a plusieurs étapes qu'on appelle la biohydrogénation. Donc, lorsque le processus est complet, on a formation d'acides gras saturés, puis il y a bien entendu des acides gras qui ne sont pas biohydrogénés complètement, donc des isomères, des acides gras transitoires qui vont éventuellement échapper le rumen, puis qui vont se trouver au niveau de l'intestin. Donc, ce que la vache va absorber au niveau de son intestin, c'est une partie d'acides gras complètement saturés, une partie des acides gras insaturés intacts, ou encore des intermédiaires entre les deux qu'on appelle souvent les acides gras trans. Donc ça, ces acides gras-là vont être absorbés au niveau de l'intestin, puis vont rentrer dans la circulation sanguine, puis vont pouvoir se retrouver ou être prélevés par la glande mammaire, puis former les acides gras du lait. Ça fournit à peu près 50% des acides gras qu'on trouve dans le lait. Maintenant, il y a la glande mammaire qui, elle aussi, est capable, avec ses enzymes, de synthétiser des acides gras qu'on appelle des acides gras de novo parce qu'ils sont synthétisés de novo dans le tissu mammaire. Comme si ce n'était pas assez compliqué comme ça, il y a aussi les bactéries qu'on a dans le rumen, bien pas nous, mais la vache qu'il y a dans le rumen, elles sont capables aussi de synthétiser leurs propres acides gras. Ces bactéries-là vont transiter vers l'intestin de l'animal, vont pouvoir être absorbées. Les membranes, finalement, lipidiques des bactéries vont être digérées, puis vont pouvoir entrer dans la circulation sanguine, puis elles aussi faire partie de la matière grasse laitière. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est un processus ça donne une matrice très complexe. Moi, je tripe sur les profils en acides gras, les chromatogrammes. Donc, voici un profil en acides gras d'une ration. Vous voyez, chaque pic sur l'écran correspond à un acide gras. Donc, une ration de vache, c'est relativement simple quand on parle de composition en acide gras. Par contre, lorsqu'on passe au niveau du lait, vous voyez que la matrice est beaucoup plus complexe. Donc, on parle d'à peu près 400 acides gras différents. Tout ça en raison des différents processus que je vous ai expliqués tout à l'heure. Donc ici, la matière grasse laitière, c'est essentiellement des triglycérides. C'est quoi un triglycéride? C'est en fait une molécule de glycérol. Vous voyez les 3 carbones à votre gauche, sur lequel est attaché 3 acides gras, donc les chaînes de carbone. Maintenant, les chaînes de carbone, il y en a plusieurs. C'est les acides gras, finalement, il y en a plusieurs. Il y a les acides gras qu'on dit saturés, c'est-à-dire que les molécules, les liens qui unissent les carbones sont complètement saturés. Il n'y a pas de double lien. Les hydrogènes occupent toutes les places disponibles. Ici, vous avez l'acide palmitique. Donc, c'est un acide gras à 16 carbones. C'est pour ça qu'on dit que c'est un 16-0. Le 0 réfère au nombre de doubles liaisons qu'il y a sur la chaîne. Donc, en ce moment, il n'y a pas de double liaison, donc on parle d'un 16-0. Pour ce qui est des acides gras insaturés, bien là, c'est du 18,2. Ici, j'ai donné l'exemple du 18,2, l'acide linoléique. Donc, c'est une chaîne à 18 carbones avec 2 doubles liaisons. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un 18,2. Les doubles liaisons, c'est où est-ce que vous voyez 2 petites lignes là, qui unissent les molécules de carbone, les atomes de carbone.
Donc, je vous ai dit qu'il y avait plus que 400 acides gras dans le gras laitier. Oui, mais lorsqu'on le simplifie, si on veut, lorsqu'on présente seulement les acides gras qui sont présents à plus de 1 %, on peut réduire la liste de façon considérable. Donc, ici, je vous les présente, il y en a 12 qu'on trouve en plus grande quantité. On peut les classifier selon la longueur de leur chaîne. Donc, on va parler d'acides gras courts lorsque ceux-ci sont de 4 à 10 carbone, la chaîne de 4 à 10 carbone. Acides gras moyens de 12 à 16 carbone, puis les acides gras à longue chaîne qui ont 18 carbone ou plus. Maintenant, c'est bien cette classification-là, mais on aime aussi les classifier selon leur origine. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des acides gras qui pouvaient être synthétisés par la glande mammaire elle-même. Dans ce cas-là, on parle des acides gras de novo. Puis ces acides gras-là qu'on trouve dans le lait, c'est ceux qui ont les chaînes les plus courtes, c'est-à-dire de 4 à 16. Puis, les acides gras à longue chaîne, c'est ceux qu'on dit qui sont préformés, qui sont dérivés de l'alimentation, finalement. Puis, il y a le cas particulier de l'acide palmitique puis l'acide palmitoléique, donc le 16,0, le 16,1, que j'ai mis en rouge sur la diapositive. Celui-là, bien, il y a une double origine, c'est-à-dire qu'il vient autant de l'alimentation que de la synthèse de novo. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a à peu près 50 % de la matière grasse qui vient des acides gras de novo, puis 50 % de l'alimentation. Donc maintenant, c'est intéressant le profil en acides gras parce que ça nous donne une idée de la valeur nutritive du lait, mais c'est aussi capable de nous donner beaucoup plus d'informations. Donc ici, je vous présente une étude qui a été faite dans l'État de New York dans l'équipe, ça donne bien, la conférencière qui me suit a participé à ces travaux-là, donc je n'aurai même pas besoin de répondre aux questions, vous pourrez y poser directement. Donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé différents troupeaux commerciaux, puis ils ont fait les profils en acides gras des réservoirs, puis ils ont divisé les fermes en celles qui produisaient un lait avec beaucoup d'acides gras de novo dedans, puis celles qui produisaient un lait avec moins d'acides gras de novo dedans. Puis ils ont séparé, puis ils ont regardé qu'est-ce que ces fermes-là faisaient de différent. Donc, ce qu'on voit, ce qu'ils ont démontré, c'est qu'en fait, il y avait une association significative entre le niveau... Ici, ce que vous voyez, là, en fait, la bande à droite, c'est les troupeaux qui avaient des de novo élevés dans le lait, puis la bande à gauche, c'est celle qui avait des de novo faibles. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est les élevages qui produisaient un lait qui avait beaucoup d'acides gras de novo dans le réservoir, finalement, avait une densité d'élevage qui était moindre, qui était plus faible, mais c'était aussi des troupeaux où la ration était repoussée plus fréquemment. Ils ont aussi regardé plusieurs autres paramètres, ils ont associé beaucoup d'autres paramètres avec les acides gras, une teneur en acides gras de novo plus élevée. Entre autres, c'était des troupeaux qui avaient une production laitière qui était significativement plus élevée. La teneur en gras, la production de gras, teneur en protéines, production de protéines était aussi plus élevée. La fréquence des repas était plus élevée dans ces fermes-là, puis l'état de chair des animaux était généralement aussi plus élevé. Donc, c'est simplement pour vous donner une idée de ce qu'on peut avoir comme information simplement en regardant la teneur en acides gras de novo du lait qu'on produit, que nos vaches produisent. C'est aussi intéressant de regarder, d'étudier certains acides gras particuliers qui sont présents en plus faible teneur dans le lait. On parle ici des acides gras impairs et ramifiés. C'est des acides gras qu'on ne retrouve pratiquement que dans le lait parce qu'ils sont d'origine bactérienne. Donc ici, vous avez l'acétate. Généralement, dans la nature, la plupart des acides gras ont un nombre pair de carbone. C'est des chaînes linéaires avec un nombre pair. Pourquoi? Parce que, bon, finalement, la machinerie enzymatique, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend une amorce à 2 carbones, puis elle va condenser des unités de 2 carbones pour allonger la chaîne, ce qui donne, entre autres, le 16,0, ça peut être du 14, du 12, du 18. Ce qu'il y a de particulier, ça, c'est les plantes font ça, vous faites ça, la vache fait ça, tout le monde fait ça, mais les bactéries, elles, sont capables d'utiliser d'autres amorces que l'acétate. Donc, ils peuvent utiliser le propionate, par exemple, ou certains acides gras volatiles ramifiés, des produits de la fermentation dans le rumen, utiliser ça comme amorce, puis les allonger comme on allonge l'acétate, ce qui va nous donner des acides gras à chaîne soit impairs quand l'amorce a un nombre impair de carbone, ou lorsque l'amorce est ramifiée, bien, on a des acides gras qui sont ramifiés. Donc, chaîne linéaire, chaîne ramifiée. Déjà, il y a déjà plus de 10 ans, il y a une équipe en Belgique qui s'intéressait à ces acides gras-là parce qu'ils disaient que ça pourrait nous donner une idée de ce qui se passe dans le rumen. Comme je vous ai dit, ces acides gras-là viennent du rumen, viennent des bactéries. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont effectivement regardé la teneur en acides gras à chaîne impaire et ramifiée du lait,
puis ont observé que c'était effectivement bien corrélé avec la synthèse de protéines microbiennes, donc le flux d'azote microbien au niveau de l'intestin de l'animal. Donc, on est capable, simplement en regardant notre échantillon de lait ou en l'analysant, d'avoir une idée de comment la fermentation se produit, puis si nos bactéries fonctionnent bien, puis se reproduisent relativement bien. Mais ce qui est intéressant aussi avec ces acides gras-là, c'est que ce n'est pas toutes les bactéries qui ont le même profil en acides gras impairs et ramifiés, donc ils peuvent utiliser différentes amorces, puis c'est particulier à chaque bactérie. Généralement, les bactéries fibrolytiques, celles qui digèrent la fibre, sont riches en acides gras iso à chaîne paire, alors que les bactéries amylolytiques, elles, peuvent être des fois plus riches en acides gras à chaîne linéaire impaire ou encore en iso impair en T-iso. Donc, nous, on s'est intéressé à ça dans le cadre des travaux de la chaire pour voir si on était capable d'aller faire des associations avec les patrons fermentaires qu'il y a dans le rumen, puis les acides gras du lait. Donc, aspect intéressant, on a vu une belle corrélation entre les acides gras iso-paires et le ratio acétate-propionate dans le rumen. Donc, vous comprenez que pour avoir une idée du ratio acétate-propionate dans le rumen, sur vos fermes, vous n'avez pas beaucoup d'options. Je ne pense pas que vous avez envie de poser une fistule à tous vos animaux pour aller voir si ça se passe bien. Nous, on peut le faire en station de recherche, heureusement. Mais ce qu'on voit, c'est qu'avec les acides gras du lait, bien, on serait capable d'avoir une bonne idée des modifications, si les modifications qu'on apporte à l'alimentation ont effectivement un effet sur la fermentation dans le rumen. Donc ici, la fermentation des glucides, c'est un des aspects de la nutrition de la vache. Comme je vous disais, les bactéries fibrolytiques, elles vont faire une fermentation particulière. Généralement, ça donne lieu à la synthèse d'acétate dans le rumen. Puis, quand on a des bactéries amylolytiques, elles, c'est plus une synthèse de propionate. Généralement, les rations qui sont plus riches en concentré vont entraîner un pH ruminal qui est plus faible. Généralement, dans ce temps-là, c'est les bactéries amylolytiques qui sont favorisées. Puis, quand le pH, quand on a une ration qui est plus riche en fourrage, les bactéries fibrolytiques prennent le dessus, formation d'acétate. Donc, le rapport acétate-propionate vient de là. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a, comme je vous disais, bactéries amylolytiques, pH plus faible, on a vu que les bactéries qui étaient dans le rumen, on pouvait peut-être avoir une idée de ce qui se passait là en regardant les acides gras du lait. Donc, nous, on s'est intéressé à essayer de prédire le pH ruminal en fonction des acides gras du lait. Donc, à force de chercher, on a cherché plein d'acides gras. À force de chercher, on a trouvé. Je vous épargne les détails de l'équation, mais c'est simplement ici, vous voyez sur l'axe des X, le pH ruminal qu'on prédisait avec notre équation, puis le pH ruminal qu'on observait dans les faits. Donc, c'est une corrélation qui est relativement intéressante, puis qu'on va continuer à développer. Puis, en passant, c'est des résultats qui avaient été obtenus lors des travaux de la première grappe laitière avec nos collègues de Lennoxville, puis des travaux aussi de la chaire qu'on a mis ensemble. Maintenant, ce qui peut être intéressant aussi, puisque le profil en acides gras est témoin, si on veut, de ce qui se passe dans le rumen, c'est d'aller voir si on est capable de prédire les émissions entériques de méthane chez nos animaux, puisque, bon, on le sait, le méthane, c'est un gaz à effet de serre, mais c'est aussi une perte énergétique pour nos animaux. Donc, quand l'animal consomme de la fibre, généralement, une ration riche en fibres va favoriser la production d'acétate. L'acétate, ce que je vous ai expliqué au début de la présentation, c'est que l'acétate, c'est ce que l'animal va utiliser pour faire ses propres acides gras de novo. Donc ça, c'est un lien déjà intéressant. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que généralement, la fermentation acétogénique va aussi entraîner la production d'hydrogène dans le rumen. Cet hydrogène-là doit être éliminé. Puis la façon dont le rumen dispose pour éliminer cet hydrogène-là, c'est d'appeler les bactéries méthanogéniques, puis qui fassent du méthane, puis que ça puisse être éructé par l'animal. Donc, vous voyez le lien qu'on peut faire entre les acides gras du lait, puis les émissions entériques de méthane. Donc ici, encore là, dans les travaux de la première grappe laitière, on a regardé, on avait des vaches en chambre respiratoire, donc on mesurait le méthane en temps réel, puis on a regardé les profils en acides gras, puis on a essayé de trouver ceux qui étaient les mieux, qui étaient le plus capables de prédire les émissions entériques. Donc on a fait un modèle. Les acides gras qu'on a trouvés, c'est des acides gras dont vous n'avez jamais entendu parler et que vous n'entendrez probablement jamais plus parler. Donc le 14,1,6,11, 17,1,6,9, 18,1,6,11, 18,2, 38, 6,13, ce sont des acides gras qui sont présents en très faible quantité dans le lait, mais qui sont étrangement bons prédicteurs des émissions entériques de méthane. Par contre, comme je vous dis, c'est des acides gras en faible quantité, donc difficiles à mesurer dans le lait.
Ici, nous, en laboratoire, on utilise la chromatographie en phase gazeuse. Je vous l'ai dit, je tripe sur les chromatogrammes. Donc, c'est des méthodes qui sont très coûteuses, qui prennent beaucoup de temps. Donc, tout à l'heure, je vous disais que c'est compliqué, la matrice laitière. Ici, c'est le chromatogramme que je vous ai présenté au début de la conférence. Mais quand je vous dis que c'est compliqué, regardez le petit carré orange. Quand je fais simplement l'agrandir, vous voyez le nombre de pics qu'il y a. Donc, c'est très fastidieux. Ça prend des programmes qui durent presque 4 heures pour réussir à identifier tous ces acides gras-là. Donc, vous comprenez rapidement la limite de ces équations-là, c'est que je ne peux pas espérer vous renseigner sur les émissions entériques de méthane dans vos fermes avec des méthodes aussi peu efficaces. C'est très précis, mais c'est très fastidieux. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est que la spectroscopie infrarouge va éventuellement nous permettre d'avoir des profils en acide gras, peut-être pas aussi précis, mais de façon beaucoup plus rapide, beaucoup moins coûteuse, aussi rapide pratiquement que quand Valacta ou les autres compagnies qui pourraient vous donner la teneur en gras ou en protéines de votre lait. Donc, voici, nous, on est capable d'identifier au-dessus de 100 acides gras, alors que la spectroscopie, c'est beaucoup plus, infrarouge, c'est beaucoup plus limité, mais quand même, la technologie risque de se développer très rapidement. Donc, il y a une équation qui a été développée en France qui fait intervenir des acides gras qu'on peut identifier par infrarouge, qu'on peut quantifier par infrarouge. Donc ici, je vous la présente. On a en fait seulement besoin de la teneur en acides gras de novo de notre lait, puis la production laitière au jour du test. Donc cette équation-là a été utilisée dans le cadre du projet VACO 2 qui a été mené ici au Québec sur des entreprises commerciales. Je crois qu'il y avait 30 fermes, 15 fermes témoins, 15 qui utilisaient du lin extrudé comme technique pour diminuer les émissions de méthane. Donc, on voit que pendant 6 mois, en alimentant les animaux avec du lin extrudé, on avait réussi à diminuer les émissions de méthane des troupeaux d'à peu près 10 c'est cette équation-là qui a été utilisée pour estimer, à partir du profil en acide gras du lait, les émissions entériques de méthane, une méthode qui est d'ailleurs reconnue par l'Organisation des Nations Unies. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'évaluer, d'avoir des indices sur la santé de nos animaux. Ici, vous avez tous déjà vu, ou en tout cas, j'imagine, ce bilan énergétique de la vache au fil de la lactation. Donc, on voit que la production augmente rapidement suite au vêlage, alors que la consommation, elle, prend plus de temps à augmenter, ce qui fait qu'au début de la lactation, la vache est en bilan énergétique négatif. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'on essaye d'éviter le plus possible des bilans énergétiques trop négatifs. C'est un processus normal, mais quand même, on ne veut pas que la vache descende trop bas. Donc, on monitore de façon très serrée. Vous pouvez l'avoir en utilisant les outils qui sont disponibles, les teneurs en BHB du lait, etc. Mais il pourrait y avoir aussi des liens intéressants à faire avec les profils en acide gras. Donc, ici, vous voyez, je vous ai mis le profil en acide gras du tissu adipeux. Vous voyez que le tissu adipeux, donc les réserves corporelles, là où l'animal va aller puiser son énergie au début de la lactation, ce qu'on voit, c'est que, il y a beaucoup d'acide oléique. Puis, ce qui est intéressant, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis, au Wisconsin, qui ont essayé d'associer, puis ça, c'en est une, il y en a plusieurs autres, ils ont essayé d'associer le profil en acide gras du lait avec les teneurs en acide gras libre dans le sang. Donc, une vache en début de lactation va avoir tendance à, comme je vous disais, aller chercher l'énergie dans ses réserves corporelles. Cette énergie-là va être libérée, puis les acides gras vont être libérés dans le sang finalement, puis c'est comme ça que les teneurs en acides gras libres, généralement, sont plus élevées en début de lactation. Pour ceux qui sont plus familiers avec le terme anglais, là, quand on dit des vaches qui ont des NIFA élevés, c'est des acides gras libres qui sont élevés dans le plasma. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une belle relation à faire entre le ratio 18,1, 15,0, donc l'acide oléique qu'on retrouve beaucoup dans le tissu adipeux, puis le 15,0 qui, lui, vient du rumen. Donc, ce qu'on voit, c'est que plus l'animal a d'acide gras libre dans le sang, plus le ratio 18,1, 15,0 dans le lait est élevé. Donc, encore un outil de plus pour bien évaluer le bilan énergétique de nos animaux. Un autre outil ou une autre utilité du profil en acide gras, c'est lorsque vient le temps de développer des produits de créneaux.
Donc, ici, vous avez le lait de vache nourrie à l'herbe, qui est une initiative des producteurs de l'Ontario. Donc, c'est des normes qui sont en développement. Ce n'est pas un produit qui est présentement disponible sur le marché, mais qui devrait le devenir dans les prochaines années. Donc, le profil en acide gras du lait, quand on change l'alimentation, quand on a un cahier de charge à respecter, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de monitorer si le cahier de charge est effectivement respecté. Donc, il y a deux normes deux normes qui sont mises de l'avant. Premièrement, de respecter un ratio oméga-6, oméga-3, de respecter une limite maximum ici qui est établie à 2,5. Pourquoi? Bien parce que généralement, dans l'herbe, il y a beaucoup plus d'acide linolénique, donc du 18,3 qui est un oméga-3. Puis, dans les concentrés, il y a beaucoup plus d'oméga-6, donc d'acide linoléique. Vous voyez les profils ici là, de l'herbe versus le maïs. Donc ça, c'est une des normes. Si les animaux sont nourris à l'herbe, c'est le lait de vache nourri à l'herbe, c'est le grass-fed milk, la terminologie anglaise. Donc, on voit que normalement, ce lait-là devrait être plus enrichi en oméga-3 parce qu'on essaie de maximiser au maximum ou de maximiser la consommation de pâturage et d'ensilage d'herbe pendant les périodes estivales. Pâturage estival puis l'ensilage d'herbe pendant les périodes hivernales. Une autre des normes ou un autre des seuils qu'on veut respecter, c'est une teneur minimale en acide linoléique conjugué, donc en ALC. C'est un acide gras qu'on retrouve dans le lait puis qui a des propriétés anticancérigènes. Donc, les animaux qui sont alimentés avec une source élevée d'acide gras oméga-3, dans le rumen, ces acides gras-là, je vous l'ai dit, vont être biohydrogénés, pas tous. Il y en a une certaine quantité qui va se rendre dans le lait, mais dans le sang, puis éventuellement dans le lait, mais une certaine proportion va être biohydrogénée partiellement, qui va donner lieu aux acides gras trans. Ces acides gras trans-là vont être transférés dans le lait, puis éventuellement, la glande mammaire, elle va les désaturer, ce qui va donner lieu à des ALC, à une plus haute teneur en ALC. Donc, c'est une autre utilité des profils en acide gras en conditions commerciales. On pourrait monitorer ou surveiller, si on veut, la composition en acide gras de ces laits de créneaux-là. Donc, en conclusion, les outils de diagnostic pour le rumen, j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de développer des outils de diagnostic avec le profil en acide gras du lait. On peut avoir des bonnes idées de ce qui se passe dans le rumen au niveau de la fermentation ruminale, synthèse microbienne, acide gras volatile, pH. Aussi, on pourrait estimer de façon indirecte les émissions de méthane de nos animaux, surveiller le bilan énergétique, puis ça peut aussi nous aider dans le développement de lait de créneau pour répondre aux besoins des consommateurs, aux demandes des consommateurs, je devrais dire. Maintenant, pour le principal drawback, le principal frein en ce moment, c'est au niveau de la méthodologie. Comme je vous dis, les méthodes qu'on utilise en laboratoire, la chromatographie à phase gazeuse, c'est phénoménal. Ce qu'on peut faire avec ça, on peut avoir des très, très beaux profils, très détaillés. Par contre, c'est des méthodes qui prennent extrêmement de temps, qui sont très fastidieuses, très onéreuses aussi. Mais maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, la spectroscopie infrarouge se développe rapidement, de sorte qu'on va être bientôt capable de vous offrir des profils en acide gras puis de développer des outils diagnostiques à partir des informations qu'on va aller chercher sur vos entreprises. Donc, je sais que Valacta est sur le point, d'ici 1 an, vous devriez devrait être capable de vous fournir le profil en acide gras, au moins de vos laits de réservoir, puis éventuellement de passer au niveau de la vache individuelle. C'est des outils qui se développent, ça se développe chez Valacta, ça se développe ailleurs dans le monde. Donc, vous devriez avoir ces outils disponibles bientôt. Il me faut que je remercie nos partenaires financiers. Ces recherches-là ne seraient pas possibles sans eux, sans vous. Donc, vous les avez qui sont listés ici. Puis, je vous présente aussi une photo du Centre de recherche en sciences animales de Deschambault.